Donc, mesdames, messieurs, bonjour à vous toutes et tous. Ravi de se retrouver comme chaque mois pour réfléchir et analyser ce qui se passe autour de nous dans le rapport entre les entreprises, la planète, nos sociétés, notre économie, et essayer d'attraper un peu les tendances de fond derrière le mouvement général qui est assez brouillon, et c'est peu de le dire aujourd'hui, puisqu'il est en réalité maintenant dans un maelstrom chaotique qui est très problématique. Mais on va essayer d'y voir, de cerner les choses avec l'aide de deux experts qui vont compléter un peu l'introduction que je vais faire. En l'occurrence, donc Dominique Bourg, philosophe que vous connaissez bien les uns les autres, que vous lisez et qui nous éclaire depuis de longues années sur ces mouvements de fond, et Philippe Zawati qui, dans sa partie de la finance, tout autant nous prodigue aujourd'hui beaucoup de réflexions et de conseils et aussi l'action. Alors, c'est amusant parce que dans finalement le flot de nos réunions mensuelles, moi j'avais à la rentrée dit attention, je sens quand même que la préparation de la COP28 et puis que les tendances stratégiques sur le durable sont en train de faire les frais progressivement de tous les mouvements fondamentaux et géopolitiques particulièrement. Alors, on est rentré en octobre 2023 d'une manière extrêmement tragique, extrêmement douloureuse, dans un nouvel épisode de ce chaos. Et si je puis me permettre de commenter les choses avec attention, mais aussi solidarité avec tous ceux qui en souffrent, d'abord, c'est qu'on voit bien qu'on a à force que c'est pas en ne voulant pas régler les problèmes qu'ils se règlent d'eux-mêmes, si je puis dire. Vous voyez, je fais allusion à tout un ensemble de choses, mais particulièrement la situation du Moyen-Orient. Et sentiment, c'est que dans la désoccidentalisation qui s'organise un peu autour, eh bien, il y a quand même aujourd'hui des bombes dans ce monde et on n'a pas, c'est la grande leçon du livre formidable de Amin Malouf, qui explique très bien que si on veut pas bâtir une régulation internationale du monde, si on se contente d'opposer bloc à bloc, etc., nous serons des égarés sans solution, sans capacité à sortir du tunnel. Alors, on va s'inquiéter de la COP28, évidemment, puisqu'elle a pour but, ça a été dit et redit, d'acter un peu une sortie des fossiles. Maintenant, on voit bien que sur les calendriers, que sur les objectifs de cette sortie spécifique, il se passe beaucoup de retraits, notamment au niveau européen, et on a un cycle européen qui a été extrêmement offensif ces dernières années, mais qui là est dans sa phase un peu de sauve qui peut, hein, d'essayer de sauver les meubles. En ce moment, avec, on va en parler, quelques évolutions, notamment du changement des commissaires, qui ne rassurent pas forcément d'une part. Avec, bon, on a réussi hier, la motion contre la CSRD a été écartée au Parlement européen, mais néanmoins, j'y reviendrai plus précisément, beaucoup de textes qui sont mis sur la touche un peu aujourd'hui, et je dirais cerise sur le gâteau, on a vu au grand sommet chinois sur les routes de la soie que le durable n'était pas la préoccupation de ce monde-là non plus, et que voilà, on est pris dans l'emballement. Alors, je vais traiter un peu, donc, un peu cette partie du durable dans ce contexte terrible, et puis sortir un peu quand même quelques éléments ponctuels qui sont intéressants à noter avant de passer la parole à nos experts qui, comme d'habitude, vers 11h20, vont, Dominique Bourg d'abord et puis Philippe Zawati, commenter le livre vraiment très intéressant qu'ils ont publié ensemble, ce dialogue à deux voix entre un philosophe et un financier, tous les deux inspirés par la même vision sincère d'un développement plus durable, qui nous éclaire sur les problématiques du moment, et donc on est très heureux de pouvoir bénéficier de leur réflexion. Alors, je dirais
qu'on est, pour resituer un peu les signaux actuels, là, on est entraîné dans ce chaos. Certains voient bien que c'est aussi la phrase de l'anglais, on est dans des tournants très fondamentaux. Et j'ai repris l'étude de la COFAS qui est sortie cette semaine et qui quand même laisse entendre, pour tous ceux qui suivent les risques généraux, que il n'y a pas beaucoup aujourd'hui un peu de signaux de calme à l'horizon, tout au contraire. Donc il faut s'apprêter à rentrer dans cet orage. Alors, il y a eu des assemblées intéressantes au niveau international, et FMI, Banque mondiale, et qui aussi essaient de tirer les fils pour sauver un peu les meubles. Bon, alors, sur le côté français, la loi industrie verte qui est passée, elle est intéressante à plusieurs titres. Bon, on met le paquet sur les ENR, on empêche qu'on déroge aussi au droit de l'environnement au passage, et un peu dommage qu'au détour, on n'ait pas retenu le CERN Climate dans les AG, l'amendement Leroy, qui était assez simple et pas très compliqué. Philippe peut-être pourra commenter ceci, mais bon, tout ça a manqué quand même d'ouverture. On a l'impression d'un raidissement et que les organisations professionnelles font la loi. Côté justement de ces régulations, je suis assez étonné, mais là, je préfère que ce soit Philippe lui-même qui en parle, que le label ISR, qui avait été très travaillé par un groupe, qui avait fait l'objet de beaucoup de réflexions, avec finalement des positions qui étaient quand même progressistes à la fin, bah, il est en train de buter complètement, voire d'être rejeté. C'est ennuyeux. Du coup, Bercy lance un nouveau label sur les... Mais alors, on ne sait pas très bien, triple E pour soutenir ça, si c'était sur les produits, les entreprises. En fait, ça sera sur les sites industriels. Bon. Et dans le même temps, France Stratégie nous fait un rapport très intéressant chaque année sur l'application de la loi Pacte, mais on voit bien que cette loi est déceptive sur quelques points encore. Alors, sur le partage de la valeur, en dépit de l'accord interprofessionnel, la loi qui a eu lieu, ça n'est pas dans la occupation des PME, dit fonds stratégique clairement, voire même les questions d'application de raison d'être, et une baisse sur les obligations qui devaient être faites des encours ISR dans les portefeuilles d'assurance. Ça n'avance pas. Bon, donc, on a ce contexte à relier au contexte européen qui, lui, alors, remet à plat la SFDR, c'est-à-dire toute la réglementation sur la gestion d'actifs. Il y a eu un temps fort de la finance durable. Ça a été quand même abouti un peu à une pagaille, à une complexité. Est-ce que la consultation ouverte va permettre d'en sortir? Là aussi, l'avis de Philippe nous sera précieux sur ce contexte. Il faut l'espérer parce que la finance a joué un rôle de levier et il ne faut pas aujourd'hui peut-être casser ce qui a fonctionné. Mais il faut retrouver des bases qui conviennent et aux professionnels et aux acteurs de la société. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans le bilan du Parlement et de la Commission sur ces sujets, c'est qu'on a quand même fait avancer l'extraterritorialité des textes. Et ça, c'était une bataille très lourde, très difficile, sur laquelle Bruxelles a tenu bon. Bien. Mais il ne faut pas non plus se s'affoler sur les sujets CSRD et autres. Je reprends le mot dans le monde actuel. Attention, rapporter, ça n'est que rapporter. Et ce qui compte, c'est de faire. Bah, et ça n'est pas une fin en soi, on rapporte ce qu'on a fait ou ce qu'on doit faire. Et donc, de ce point de vue-là, attention, les textes ne poussent pas à faire. Alors, dans cette phase un peu de sauvetage des meubles au niveau européen, bon, on a reculé sur Reach, on le renvoie après 24, l'abandon sur l'Euro 7, sur les pesticides, les systèmes alimentaires. Bon, beaucoup de choses ont été rapportées, même la réflexion sur le Green Factor a été rejetée par les banquières européennes. Bon, je dirais vraiment, on protège ce qui a été fait et on espère que le vote prochain, l'année prochaine, permettra de relancer la machine. Quelques bonnes nouvelles quand même dans ce paysage, la mise en place expérimentale de la taxe aux frontières, le fait que la Californie, justement, elle, aux États-Unis, tienne bon sur l'obligation de publication
de, de données sur le climat. Bon, tout n'est pas, tout n'est pas en panique. Pour autant, beaucoup de personnes se sont exprimées sur ce sujet. Le narratif gouvernemental pose question. Alors, il fait le pari, et là, c'est Dominique qui nous éclairera là-dessus, d'une sobriété un peu progressive, mais il ne faut pas que ça fasse mal, il ne faut pas casser la baraque. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on emmènera les Français et les Européens dans une transformation des comportements? Je dirais qu'à ce sujet, ce qui s'est passé sur le glyphosate est éminemment symbolique, puisque on dit tant que on n'interdit rien, tant qu'on n'a pas d'alternative ou tant que on voit pas clair. Cela dit, je rappelle la phrase, enfin la position de l'INRAE qui a été très claire à cette occasion. Mais attendez, il y a une option, hein, la plus vertueuse, c'est le couvert végétal, c'est le retour à un certain nombre de méthodes de base, plus que la toxicité du glyphosate. Bon, alors maintenant, dans cette question de la sobriété comme nouveau mode de fonctionnement en société qui passe par des transformations économiques et autres importantes, bon, ben, il y a des choses qui se font, des choses qui ont été qui avancent. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais là y venir un peu tout à l'heure dans le sondage qu'a fait Fourquet. On voit quand même que les Français, eux, sont plus positifs et plus capables de suivre qu'on ne peut le penser dans la sphère dirigeante. Alors, bon, les initiatives sont plutôt dans l'ordre, effectivement, de la technique que dans l'ordre du comportemental. Je cite quand même la petite phrase qui est sortie d'Emmanuel Faber il n'y a pas là, en octobre dans Le Monde, qui disait que la matérialité s'étende au-delà du domaine économique et simpliste. Décidément, Emmanuel Faber ne cesse de souffler le chaud et le froid. Bon, on s'interroge sur sa cohérence. Alors, retour aux travaux préparatoires de la COP28, ça, il y a un rapport que je vous conseille. Il y a, mais bon, on voit bien que le fonds vert qu'attendent tous les pays émergents et autres, ben, il n'est pas là, hein. Il y a quelques pays qui ont mis un 10% sur la table. Bon, on n'y est pas du tout. Alors, euh, c'est intéressant le débat, la remarque qui a eu lieu par le président de la République sur la question des marges des entreprises à propos de l'agroalimentaire. Mais en fait, on a un bilan là, c'est que les pouvoirs publics n'arrivent pas à driver les industriels sur la maîtrise de leur prix et de leur marge. C'est un point d'interrogation important dans la réflexion. Il se passe quand même des choses. Moi, j'ai trouvé que la reprise de 2 accords-cadres internationaux, on avait perdu l'habitude de ça dans le paysage, sur le social et l'harmonisation internationale de la prévoyance et de la protection sociale. Bon, j'ai notamment un accord intéressant chez Veolia. Euh, les groupes, quand même, commencent à regarder la déforestation d'assez près pour ne pas tomber dans les contentieux qui commencent. Il y a eu une petite avancée dans l'accord OCDE sur la fiscalité pour permettre aux émergents de bénéficier un peu d'une partie de ces dispositifs. Donc ça, ce sont des signaux, des bons signaux, mais j'aime bien toujours vous donner aussi des études comparatives internationales sur l'état des lieux. Il y a celle de Climate Action 100 qui dit attention, n'est pas, hein, les entreprises ne sont pas dans les trajectoires d'alignement, et celle de Benchmark International sur les IAA qui montrent sur un panel de leaders que effectivement là aussi on est très loin, mais je vous renvoie à ces études précises. Alors, il y a des études plus positives. Philippe dira peut-être un mot sur le mouvement Impact qui soutient, qui sort des choses, mais j'ai envie de dire, chacun dans son couloir fait ses propositions. Bon, et je mets en regard le travail que fait couramment Ecovadis à travers l'étude des pratiques d'achat notamment. Et là, on voit quand même que la France n'a pas une position aussi favorable qu'on veut bien le dire dans toutes les études, et que nos amis européens nordiques font beaucoup mieux dans ce domaine, dans le rapport aux PME notamment. Euh, je ne passe pas à côté de la mise en cause sur les conflits d'intérêts de McKinsey dans le livre qui est sorti aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, en fait, il dit bien que
c'est le thème du livre que moi je sors plus tard, que les entreprises doivent choisir leur camp et que les entreprises sont quand même aujourd'hui balancées d'un côté, de l'autre, et ce livre notamment accuse McKinsey de conseiller les Chinois d'un côté et puis de l'autre les groupes américains qui s'en protègent. Alors, on a aujourd'hui, je le signale, je trouve un peu dans ce point de fin de mandat du Parlement européen, une réflexion qu'a faite très intéressante Pascal Canfin, qui aura joué un rôle majeur dans la construction quand même de toute une réglementation importante, mais aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de textes attendent encore, et dans ce que dit Pascal, c'est le fait que, bon, on laisse le marché, il n'y aura pas de sanctions légales, et on laisse le marché faire son choix à travers une incitation des investisseurs. Et c'est là-dessus, Dominique et Philippe, que votre livre porte notamment, et qu'on aimerait avoir votre éclairage. Est-ce que l'Union peut rester sur ce paradigme qui consiste à passer uniquement par le marché financier pour faire avancer les choses? Alors, ne désespérons pas tout à fait quand même de la société qui avance. Je renvoie au sondage très intéressant qui a été fait donc, par Jérôme Fourquet-Lifop sur notamment les sujets ZFE, les sujets d'artificialisation, de l'adaptation au climat. La société, aujourd'hui, n'est pas contre majoritairement. Elle demande des accompagnements, elle demande de la compréhension, mais l'équilibre, oui-non, il est intéressant aujourd'hui. Alors maintenant, ça, c'est aussi un sujet déclaratif et le réel. Branko Milanovic, que vous connaissez, nous a fait, à travers la courbe de l'éléphant, une explication sur la répartition de la valeur dans les dernières années. Là sort un nouveau travail sur ces questions-là, que je signale. Et texte majeur, à pas passer à côté, Philippe, Dominique t'en dira un mot, parce qu'on en a parlé ensemble souvent, c'est la mise à jour de l'encyclique Laudaci, qui s'appelle Laudadeum, et qui est exigeante et dure à l'égard de nous, occidentaux et autres, sur les pratiques aujourd'hui existantes, et qui appellent à vraiment là des changements de comportement dans la répartition des modes de consommation dans le monde. Avant de vous passer la parole donc à nos deux experts, j'en parlerai évidemment. Pardon de ce plaidoyer pro domo, de cette séquence promotion, mais finalement, comme un petit peu le dit le patron de Thales, je dirais, il y a un préalable, hein, la durabilité, c'est la stabilité, c'est la protection des libertés, c'est la démocratie. Et donc, moi, je sors un livre sur ces thématiques-là, qui invite évidemment les entreprises à réfléchir, réinterroger vraiment la façon dont elles contribuent ou non à l'ODD 16, hein, qui est l'ODD sur les pratiques de loyauté, les pratiques d'intégrité et les pratiques de soutien à des valeurs qui sont, quoi qu'on dise, ce que disent certains, des valeurs universelles. Voilà. Alors, merci à Dominique Bourg et Philippe Zawati de challenger cette actualité que j'ai essayé de reprendre dans un climat quand même qui est un climat, il faut le dire, de souffrance aujourd'hui grande dans ce monde en raison du conflit au Moyen-Orient. Et vous dites des choses importantes, à la fois sur le système en général et sur le rôle que joue un peu et pas assez le secteur financier. Donc, je ne présente pas Dominique Bourg, que vous connaissez les uns les autres, qui est un philosophe et un auteur indispensable aujourd'hui pour nous aider à comprendre cette transformation. Parfois, Dominique nous tire la sonnette et je dois dire, remet un peu les pendules à l'heure sur ce qui se prépare, et en même temps nous encourage à aller rechercher dans la pensée et dans la réflexion des repères pour l'action. Alors, Dominique, je te laisse la parole, et Philippe réinterviendra derrière, en reprenant aussi un petit peu de manière la défense, la finance, ce qui a été fait, mais aussi la critique qu'il a le courage de faire, lui, qui en est un des acteurs emblématiques. Dominique, merci de donc prendre le relais sur Oui, ça et de réagir aussi à ma lecture du moment. oui, merci Patrick. Ben, moi, je vais surtout en une dizaine de minutes un peu
refaire l'état des lieux environnemental, hein. Le livre, c'était un entretien avec Philippe durant l'été 2022. On l'a un peu mis à jour dans les mois qui ont suivi. Mais comme vous savez, en matière d'environnement, les choses vont très, très, très vite. Et la situation, bien, elle empire très, très rapidement. Alors, je vous rappelle quelques faits, mais surtout après, l'idée, c'est de dégager, si vous voulez, l'enseignement général de ces faits et qui est jamais entendu. En fait, les réponses qu'on donne sont toujours en quelque sorte à côté de la plaque. Hein, je vous rappelle que l'année 2023 est en passe d'être largement la plus chaude. Hein. Si on prend une séquence de 10 années, on est à 1,2 degré au-dessus des températures de la période pré-industrielle, deuxième moitié du 19e. Et or, cette année, on sera à plus d'1,4. On était déjà à 1,4 si vous voulez, à la fin de l'été. Septembre, c'est 1,75 de plus que les moyennes pré-industrielles. Donc, on sera à plus d'1,4. Puis manifestement, pas ici, chez nous, ça devient frais, mais ailleurs, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, on sera entre 1,4 et 1,5. Je vous rappelle qu'1,5, c'était l'objectif. Alors, pas pour les médias, c'est l'objectif auquel on retourne à la fin du siècle. Enfin, si on le dépasse largement, ça va être difficile. Et là, on est plutôt parti sur le scénario SPP 4,5, hein, c'est-à-dire en fait plus de 3 degrés. Donc, voilà pour ce rappel. Et surtout dans ce cadre-là, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est qu'à partir de la fin avril, la moyenne des températures des eaux de surface de l'Atlantique a connu un bond extrême, équivalent presque à l'écart entre la courbe 2023 à partir de fin avril, début mai, et puis les courbes antérieures, c'est pratiquement 20 années. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est inquiétant. Autre chose pour bien faire comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le 13 septembre, je crois que c'était le 13 septembre, a été publiée une remise à jour du référentiel des limites planétaires. Et je vais partir de ça parce que, en fait, c'est à partir de là qu'on peut comprendre vraiment les problèmes qu'on connaît et à quel point on donne souvent des solutions inadéquates. Hein, vous vous en souvenez, il y a 9 limites planétaires, il y en a que 3 qu'on n'a pas franchies. L'une concerne l'acidification des océans. En fait, on est sur le point de la franchir, et si on met en regard le degré déjà actuel d'acidification des océans, qui est une conséquence directe de nos émissions carbonées, si on le met en relation avec la diffusion de nano et de micro-particules, notamment de plastique, mais aussi plus gros, dans l'océan, on est déjà dans une dynamique de régression marine. Et je vous rappelle que toutes les 5 grandes extinctions qui nous ont précédés ont toujours commencé par une régression marine. Donc là, on pourrait même déjà dire qu'on est de cette limite, en fait. Et puis les deux autres, l'une, elle concerne les aérosols. Alors ces aérosols, ils ont des effets en termes de réduction de la photosynthèse, en termes de diminution de la mousson, mais ce sont des effets qui sont locaux, qui ne sont pas globaux. C'est pourquoi on ne parle pas de transgression de limite à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. Il y a la couche d'ozone, c'est le seul domaine où on a réussi un peu à contrôler les choses, mais c'est reparti à la hausse et d'une façon non négligeable. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et ça, en général, c'est pas compris. On continue toujours à nous raconter que quand on est confronté à des problèmes d'environnement, on est confronté à des problèmes de pollution. Pas du tout. Bien sûr que la pollution existe, évidemment, mais ce n'est pas l'aspect essentiel. En fait, le vrai problème, c'est la hauteur de nos activités et la hauteur de la masse démographique humaine. En fait, ce qui risque ça, ce qui commence à nous coûter très très cher, mais qui pourrait nous faire disparaître si on continue à terme, c'est qu'en fait, nos activités, eh bien, elles débouchent sur deux conséquences. En fait, on amplifie les flux, ça peut être le flux de carbone, ça peut être les flux de soufre, les flux de phosphore, les flux d'azote, c'est évidemment l'eau, etc. On amplifie des flux à telle enseigne qu'on brise les stocks, évidemment, à l'amont et bien sûr à l'aval. Alors, c'est le cas du changement climatique, c'est le cas de l'eau bleue hein, sur Terre, c'est le cas effectivement de l'azote, du phosphore, etc. Où on accumule
des macromolécules, des molécules de synthèse que la nature ne sait pas métaboliser. Donc, du coup, elles s'accumulent dans certains milieux, et certains de ces milieux sont nos propres graisses, hein, les graisses animales. Et donc, en fait, il y a une inadéquation de fond entre le type d'activité qui est le nôtre et finalement le fonctionnement des écosystèmes. Et ce qu'on est en train de perturber de façon extrêmement violente et surtout très très rapide, évidemment, c'est l'ensemble des écosystèmes, c'est ce qu'on appelle la biosphère. Si je prends l'entrée carbone, c'est la même chose, hein. Le carbone, c'est simplement un indice de la hauteur de nos activités. Et si j'avais des activités décarbonées, mais que je gardais la même hauteur d'activité, j'aurais le même problème. On le voit par exemple avec les métaux qui nous permettent d'assumer ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc ça n'est pas compris. Et on le voit par exemple sur l'affaire du glyphosate, hein, que tu as rappelé tout à l'heure. Alors, la réaction de l'INRAE, moi, elle me paraît bizarre, puisque en fait, le fameux couvert végétal, c'est souvent l'agriculture de conservation, justement, qui utilise beaucoup de glyphosate. Donc, il faudra qu'on m'explique. Enfin bon, peu importe. Non, l'alternative, elle est par exemple du côté de l'agroécologie. On y reviendra peut-être dans la discussion. Là, c'est une totale alternative. C'est-à-dire, c'est plus du tout la même manière de se rapporter à la nature. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. C'est-à-dire, à la fois, c'est en train de se faire tout seul, la masse démographique se réduit, à la fin du siècle, ça ne sera plus le problème. Mais en revanche, nos types d'activités, la façon dont on se rapporte au milieu, ça reste un problème énorme. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la solution? En fait, vous avez bien compris, le défi, c'est un défi de civilisation, mais qui est gigantesque. On s'est mis dans une espèce, par rapport au fonctionnement du reste de la biosphère, par rapport à nous, on s'est mis dans une espèce de voie de garage, sauf que le garage, là, il détruit tout. Mais on n'est pas du tout en adéquation avec la façon dont fonctionnent les écosystèmes. Alors, évidemment, on ne va pas changer ça du jour au lendemain. En fait, ce que ça signifie, c'est baisser le taux d'activité et avoir des activités qui sont les moins lourdes possibles eu égard aux écosystèmes. On pourra redonner, je pourrais alors développer tout à l'heure l'aspect agricole, parce qu'il montre bien, en fait, qu'on a une alternative. Et puis, bien sûr, évidemment, ce que ça signifie, si on veut avoir un système Terre qui continue à fonctionner, il faut le libérer, en quelque sorte, lui redonner l'espace, etc. C'est les idées de forêt primaire qu'on peut redévelopper, c'est les idées d'ensauvagement, c'est les idées d'une agriculture qui fonctionne de façon différentes, etc. Donc, dans le que faire, on a effectivement redonné de l'espace, on a substitué petit à petit à l'agriculture conventionnelle ce qu'on appelle l'agroécologie, et si tu me le permets, j'y reviendrai. Et pour le reste, la première réponse, c'est la réponse la plus immédiate, et tu as fait allusion dans ta présentation, c'est la réponse par la sobriété. Et toute la difficulté, c'est comment entrer dans une dynamique où la place qui sera la nôtre au sein des écosystèmes va substantiellement changer, sans se casser la figure, sans faire repartir la pauvreté, sans faire s'effondrer la finance, ça c'est pour mon ami Philippe, etc. Et vous voyez bien qu'on n'a pas de solution sur tous les plans, on est confronté à une espèce de défi qui est vraiment gigantesque. Et le défi est d'autant plus gigantesque que il faut absolument qu'on apprenne à distinguer le court, le moyen et le long terme. Il est clair que, par exemple, dans la transition énergétique, on va la seule chose qu'on ait à faire, de toute façon, du côté des techniques, on va continuer à utiliser des métaux précieux, semi-précieux plutôt, qui sont déjà sous tension, et qui ont, par les activités minières, je vous rappelle que le cuivre aujourd'hui, c'est entre 0,1 et 0,5% de concentration du minerai. Donc vous imaginez ce qu'on détruit par tonne de cuivre qu'on peut consommer derrière. Et les 6 métaux les plus utilisés au monde, dont le cuivre, sont tous aujourd'hui sous tension, et une mine contemporaine, c'est au moins 10 km, quand ce n'est pas 50 km carrés, pour simplement excaver et entreposer tout ce qu'on doit aller chercher dans le début de la croûte terrestre.
Donc, et là, on voit bien, bah, ben, on n'a pas le choix. On est bien obligé d'avoir les techniques qui sont les nôtres aujourd'hui, en les associant avec la sobriété, de faire qu'effectivement, bah, au bout du compte, on va détruire moins. Mais si vous voulez, ça, c'est une première étape. Il y aura ensuite d'autres étapes et on ne peut pas les brûler, ces étapes-là. On peut aller beaucoup plus vite. C'est sur le plan agricole, c'est sur le réensauvagement, mais sur beaucoup d'autres points, bah non, parce qu'on n'a pas les techniques disponibles. Elles sont toujours liées à la manière dont on agit par rapport à la nature, avec au fondement nos sciences et nos techniques qui sont Alors, traditionnelles, qu'on a développées sur la base de la révolution mécaniste de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Donc voilà, le problème, c'est pas simplement polluer, c'est réduire, c'est la sobriété. Et évidemment, c'est un programme au très long terme et un défi par rapport auquel nous n'avons évidemment pas toutes les solutions. Alors, Dominique, ceci étant rappelé assez fondamentalement, merci. Philippe Zawati, parole, donc, la parole à la défense, si je puis dire, on a confié à travers l'agenda finance durable, à travers le volontarisme de certains investisseurs, ISR et autres, on leur a confié en quelque sorte, faute de vouloir transformer par la contrainte le poids, l'influence sur le système industriel. Vous portez dans le livre avec Dominique un regard assez critique sur le bilan. Ce bilan, il y a des choses qui ont été faites. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là, un peu synthétique à ce stade-là et je convie tous les participants à aller voir dans le détail sur ce livre, un peu ce regard un peu affûté, à un moment où, comme je le disais, on remet à plat un peu aux États-Unis et un peu en Europe, ce rôle confié à la finance de transformation. Philippe. Merci, bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Dominique. Euh, je, je crois que Dominique a bien posé le sujet. Il faut une transformation radicale si on veut résoudre les problèmes. Et cette transformation radicale, imaginez que c'est la finance qui va la faire. Et je pense probablement un peu, j'allais dire un leurre. En tout cas, c'est un peu surestimé la capacité du système financier à apporter cette solution. Le système financier est au cœur de l'économie, mais je crois qu'aujourd'hui, il est aussi, en étant au cœur, totalement imbriqué avec le reste de l'économie. Imbriqué à tous les niveaux, à tous les étages, y compris de relations, euh, comment dire, interpersonnelles entre les dirigeants de la finance et les dirigeants du monde économique dans son ensemble. Et donc, je ne crois pas à une finance qui serait une finance qui réussirait comme ça à tirer tout le reste de l'économie, à être la lueur d'espoir et à dire que ça fait le facteur principal de changement. Ça ne veut pas dire que la finance n'a pas un rôle absolument essentiel à jouer. Hein. Je ne veux pas baisser non plus, diminuer sa responsabilité et son rôle. Mais on est dans un changement systémique, et ce changement systémique, il doit être à la fois économique, social, politique. Et donc, voilà, il faut juste remettre un petit peu la finance à son niveau et à son niveau de responsabilité et de pouvoir de changement. Ceci étant dit, on a une capacité, enfin, on a cru à un moment donné effectivement à ce qu'on a appelé la finance durable, la finance verte, qui serait donc une transformation assez majeure du système financier pour le mettre au service de l'intérêt général. C'est ça l'idée de la finance durable. Enfin, moi, c'est comme ça que je la lis. Euh, et, euh, et on a et ce mouvement-là, qui a été un mouvement de niche quand même, hein, extrêmement petit au sein du monde financier, il a connu il y a quelques années un espèce de moment un peu romantique euh, de, de généralisation, hein, où tout le monde s'est dit ah oui c'est formidable, c'est ça la solution, et d'ailleurs on va tous le faire, voilà. Et donc il y a eu une espèce de généralisation de ce qu'on a appelé l'ESG, la finance durable. Et quand vous écoutez aujourd'hui les discours et les montants et les actifs qui se disent être de la finance durable, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ben, voilà, la moitié ou les trois quarts du monde financier mondial se dit être
engagé dans un changement vers la durabilité. Sauf que ce changement, il est aujourd'hui extrêmement minimum. Et surtout, on est en train d'avoir un retour de bâton quand même assez violent depuis quelques trimestres maintenant, avec une polarisation extrêmement puissante qui est en train de se mettre en place et des gens qui, il y a 2-3 ans, comment dire, ne se sentaient pas le droit de dire qu'ils étaient contre la réglementation, contre la soutenabilité, etc. Et qui aujourd'hui maintenant s'en donnent à cœur joie, hein, je pense là-dessus. Et il y a une espèce d'ouverture. On a ouvert les portes, je dirais, à des critiques extrêmement fortes. D'ailleurs, un peu comme on est en train d'ouvrir les portes à la violence au niveau géopolitique de la même façon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est possible à un endroit, ben pourquoi ça ne serait pas possible ailleurs? Et donc, on ouvre les portes assez largement. Et là, on a ouvert les portes à la critique. Et donc, on voit réapparaître maintenant une polarisation très, très forte. Alors, ça s'est vu évidemment très fortement aux États-Unis, d'abord, avec cette bataille contre l'ESG, avec l'ESG considéré comme étant de la finance woke, et avec effectivement toute une partie du monde politique américain, notamment républicain, qui devient extrêmement violent contre tout ce qui est finance durable. Et qui s'y attaquent, y compris avec des armes juridiques. On a beaucoup parlé des armes juridiques pour aller dans le bon sens, hein, pour attaquer les pétroliers, etc. Mais là, aujourd'hui, on a des gens qui se disent qu'ils vont attaquer en justice des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance, parce que, soi-disant, ils participent à des forums ou à des groupes comme GFANS, par exemple, et en disant bah, c'est de l'entente illicite, et donc on va les attaquer en justice pour entente illicite. Et donc, vous avez eu, à cause de ça, effectivement, des assureurs comme Allianz qui se sont retirés de GFANS ou des agences de crédit comme S&P qui décident d'arrêter d'intégrer l'ESG dans leur notation de crédit parce qu'ils ont peur de se faire attaquer aux États-Unis en justice sur ces sujets-là. Donc, vous avez une attaque quand même extrêmement forte du business as usual aujourd'hui qui est en train de se désinhiber, hein, qui était un peu caché, qui est en train de se désinhiber. On a la même chose en Europe, évidemment, bah, vous l'avez signalé sur évidemment le Green Deal et ce qui s'est passé sur la loi sur la nature il y a quelques semaines, qui est passé d'extrême justesse, et puis à nouveau, effectivement, sur CSRD, qui a été fortement réattaqué à nouveau, avec des lobbies économiques et financiers qui sont très forts et qui disent bon, on veut plus de réglementation supplémentaire, on veut plus de on veut même pas du reporting. On a vu ce qui se passe effectivement en France, vous l'avez rappelé, sur le Say on Climate qui a été éliminé en catimini dans une commission mixte paritaire avec l'aide du gouvernement, alors qu'on demandait qu'une fois tous les 3 ans, les entreprises fassent passer un vote consultatif à leur assemblée générale. Vous avez le label ISR, effectivement, qui a été mentionné, qui est une véritable catastrophe, parce que c'est un label qui est très mauvais, qui a été identifié comme très mauvais par un rapport de l'Inspection générale des finances il y a plus de 3 ans maintenant. Et 3 ans plus tard, ben, c'est toujours le même label qui est là. Et dès qu'on veut le bouger, ben, il y a effectivement tous les acteurs traditionnels qui mettent des bâtons dans les roues à ces évolutions. Et puis vous avez effectivement le summum, la caricature de ça, en fait, hein, qui est la tribune effectivement d'Emmanuel Faber dans Le Monde la semaine dernière, qui est assez extraordinaire parce que Emmanuel Faber, qui a été considéré par beaucoup comme étant un peu une icône de ce nouveau monde de l'économie durable et donc d'une économie d'un patron progressiste qui allait changer les choses et qui d'ailleurs était même considéré comme une espèce de martyr, en fait, puisqu'en fait, il a été viré manu militari par par dirigeants de Danone et suite à des actions d'activistes américains donc de hedge fund activistes américains, et donc était un peu considéré comme le martyr en quelque sorte de cette économie durable méchamment attaquée par le business as usual. Et avec cette image-là, il prend la présidence de l'ISSB, qui est en fait
l'incarnation en fait de ce business as usual en réalité, hein, puisque en fait ce que dit et ce qui décrit de façon assez extraordinaire dans cette tribune, c'est en fait le seul la seul élément, enfin il n'y a pas de consensus sur les sujets de développement durable et de soutenabilité. Il y a trop de gens qui ont des avis différents, donc c'est pas la peine de s'en préoccuper. Tout ça est très, très compliqué. Le seul driver en fait qui réunit tout le monde et sur lequel on est sûr que là il va y avoir une impulsion massive, c'est les marchés et donc c'est le profit en fait, c'est-à-dire que la seule boussole pour lui qui reste une boussole valable, c'est la boussole du profit des entreprises. C'est quand même assez extraordinaire, hein, c'est très très fort comme message, il est extrêmement violent contre la double matérialité, c'est-à-dire contre tout ce qui est mesure des impacts des entreprises. Donc on est aujourd'hui dans cette situation-là. Et cette situation-là, pourquoi, je pense pour faire le lien avec ce que vient de dire Dominique, il me semble que c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, en fait, la finance durable et l'économie durable apportent des solutions. Et je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, apportent des Oui. solutions de transformation, d'évolution technologique, de meilleure efficacité, de passage vers les énergies renouvelables. Donc, il y a effectivement toute cette transformation économique que la finance durable réussit à faire, mais on voit bien qu'à un moment donné, elle se heurte à un problème qui est plus grand qu'elle, qui est qu'en fait, ce n'est pas seulement cette transformation qui est nécessaire, c'est une transformation beaucoup plus importante qui remet en cause le fonctionnement même de cette économie-là, qui est que, en fait, on ne finance que de la croissance. On ne sait pas financer autre chose que de la croissance. Et que comme on fait face à des effectivement des limites qui font que on doit, et sans tomber dans le débat politique sur la décroissance, on doit diminuer un certain nombre de choses, et ben ça aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne sait pas faire, et donc comme on ne sait pas faire, et bien la polarisation, et ben donc il y a du coup des gens qui disent, ben non, tout ça, enfin, autant continuer comme avant en quelque sorte, hein, et donc il y a le business as usual qui revient très 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 fort. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Et je pense que c'est une situation qui mérite qu'on se batte encore plus, parce que c'est d'une certaine façon les vrais débats. Que c'est toujours les moments un peu romantiques, on peut s'en satisfaire, mais c'est pas forcément les moments où ça change le plus. Hein. Le moment romantique où tout le monde se dit je fais de la finance durable, comme on a connu il y a 2-3 ans. Ouais, c'est sympa. On est content, on dit ouais, c'est super, on a gagné. Mais en même temps, je suis pas certain que ça induit des changements profonds. Finalement, peut-être que cette polarisation, eh ben, va nous permettre d'identifier les vrais sujets et peut-être d'avancer sur certains des éléments. Voilà. Merci de cet éclairage, Philippe, qui est très précieux parce que effectivement, on est là dans un cycle euh, où il y a un combat contre qui a repris de la force et qui, Dominique, nous retarde en fait le travail dans la société. Alors, il y a une opposition, comment tu vois ça? Il y a une opposition très forte entre, je dirais, les nouvelles générations, les acteurs engagés, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le terrain un peu de la société civile aussi, de l'innovation très, très incrémentale, très, très pragmatique, de femmes qui sont engagées courageusement dans ces sujets, etc. Et puis, un plafond de verre, dirigeants et gardiens du système qui y trouvent leur intérêt et qui bloquent. Et en fait, bon, alors, est-ce que c'est pas ça dans l'histoire qui a toujours marqué un peu les moments avant rupture? Il y a eu des tensions de ce type. Comment, si on remet en perspective ce que vous analysez très bien dans votre livre, comment tu vois un peu les choses? Est-ce que finalement, ça ne passe pas naturellement vers ce choc de position qu'arbitreront les réalités et les acteurs peut-être plus ambitieux? Ah si, d'ailleurs, Philippe vient de le dire, en fait, à partir du moment où on comprend que l'enjeu est très fort et que c'est vraiment changer le système et pas simplement en réduire les aspects négatifs, c'est normal qu'il y ait cette espèce de crispation. À la limite, j'aurais presque envie de dire, elle est assez saine, c'est-à-dire qu'elle Oui, c'est ça. elle illustre la fracture, les deux directions. Hein, Voilà. business as usual, mais du coup, on va vers la catastrophe ou changer, mais effectivement, c'est très difficile. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que c'est pas simplement ça, c'est qu'il y a une régression générale.
hein. Il y a une régression générale. Alors, la première que je vais indiquer, elle va dans ce sens-là. Je pense au sondage qui a été fait là, par Bois-Witkowski sur 30 pays en matière de perception du climat les 30 dernières années. Hein. Je vous rappelle très rapidement, on a un peu moins de 10% de la population sur ces 30 pays qui nous dit qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Il y a un petit tiers, 29%, qui nous raconte si, il y en a un, mais on n'y est pour rien. Et puis, alors, donc, on se réjouit de se dire, ben, il y a au moins 2 tiers qui pensent autre chose. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Déjà, les 2 tiers, ils sont en train de diminuer. En 4 ans, on est passé de 69 à 63%. Et les 63% en question, ils vous disent bien, oui, il y a un dérèglement climatique, oui, les êtres humains, ils sont pour quelque chose, mais ne nous ennuyez pas trop, hein, ne nous en demandez pas trop. Donc, ben voilà, on a ce côté-là. C'était aussi rappelé par Philippe sur le plan géopolitique, c'est effrayant. C'est vrai que là, il y a une espèce d'ouverture à la violence et le nouvel ordre international, signé entre nous, incarné par Poutine, par Xi Jinping et un certain nombre de dirigeants de ce qu'on appelle le Sud global, les amis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, c'est-à-dire c'est vraiment la revendication de la destructivité, de la violence sans bord. Permettez-moi de tuer qui je veux et m'embêtez pas avec vos droits humains. Donc, ben, quand on ajoute les trois, ça commence à faire beaucoup. Et donc, ça veut simplement dire qu'on est sans doute parti pour plusieurs années où on va vraiment, je dirais même presque accélérer dans la mauvaise direction. Or, ben, les systèmes naturels, ils n'ont rien à faire de nos états d'âme. Euh, et on va prendre l'exemple du climat parce qu'il est assez simple. C'est quoi le climat? Ben, l'atmosphère, ça ressemble à une baignoire. Il y a un robinet et puis un siphon. Ben, depuis longtemps, le robinet apporte beaucoup plus d'eau dans la baignoire que le siphon ne permet d'en laisser sortir. Et donc, du coup, on a rompu un équilibre et on a la concentration de dioxyde de carbone et d'autres équivalents CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et donc, on a bien un problème de stock, hein, qui est dû à des flux trop importants. Et donc, évidemment, il ne faut pas attendre le dernier moment pour y arriver. D'ailleurs, les politiques nous proposent aujourd'hui des programmes de réduction de nos émissions qu'on ne tiendra pas, tout simplement parce qu'on n'a pas agi avant. Et en fait, même maintenant, on ne va même pas forcément tenir ce qu'on a raconté. Donc, c'est ça qui est très, très inquiétant. Oui. C'est-à-dire, on est parti, alors je ne sais pas pour combien de temps, mais on est parti pour une période de destructivité tous azimuts. Et c'est les effets de cette destructivité qui, l'espère-t-on, engageront un sursaut de conscience, mais sur une base de délabrement, alors là, qui risque d'être très, très élevé. Juste un mot, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le climat aujourd'hui n'est que le troisième facteur de destruction de la biodiversité. Ce sont en premier lieu, ben, si on pense aux oiseaux pour l'Europe, c'est évidemment les pesticides. Mais là, le dérèglement climatique, enfin en tout cas l'expression du dérèglement climatique par les événements extrêmes va très 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 vite et on pourrait avoir des dégâts majeurs en termes de vivants. Alors déjà de hauteur des populations, mais finalement par derrière d'accélération de l'érosion des espèces. Et là, alors attention, là on n'est plus sur un timing qui est les dizaines d'années ou les milliers d'années, par exemple si on pense aux océans, mais là on est sur un timing des millions d'années quand on parle de vivants et de biodiversité. Et là, ça, disons, ça obérerait toute relance possible de l'humanité sur cette planète. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète énormément aujourd'hui. Et je n'ai évidemment aucune, si vous voulez, aucune réponse. On voit bien que là, moi, j'aimais beaucoup l'expression d'Amitav Ghosh, hein, cet écrivain qui est une espèce de, Oui. de Victor Hugo bungalo-indien, et qui nous dit ben, l'humanité est possédée. Alors, ça veut dire une chose, simplement, c'est qu'on est dans une espèce de direction. On voit que la direction aujourd'hui, elle est très, très forte. Elle est réaffirmée par ceux qui sont aux manettes, une direction délétère. Et il y a que ce soit sur le plan géopolitique, que ce soit sur le plan intérieur, avec les décideurs, que ce soit sur le plan de l'opinion, il semblerait qu'on soit entré dans un cycle où on va aller encore plus loin dans cette direction délétère. C'est pas très rassurant. Mais, Dominique, parallèlement à ça, alors là, on va passer la parole aux participants et Arnaud va animer ce moment-là maintenant pour ouvrir le jeu. Mais parallèlement à ça, est-ce qu'on peut pas mettre, et ma remarque s'adresse autant à Philippe peut-être, mettre aussi en parallèle avec ce que tu appelles un peu les forces destructives, les forces constructives ou reconstructives. Moi, nous les voyons, nous les côtoyons, elles existent, elles sont significatives ici ou là. Il y a des stratégies de renoncement dans des
secteur industriel. Il y a sur les territoires des travails collectifs qui se font, bon, etc. Et donc, le paysage étant campé, il n'est pas que noir, il est aussi, par certains côtés, blanc et encourageant, mais évidemment, ça appelle à un réglage des jeux de force et à une réflexion très profonde sur la démocratie et donc sur le rôle des entreprises. Moi, je pense, mais là, je vous laisse réagir rapidement avant que les participants ne prennent le relais. Je pense que les entreprises dans cette affaire ne peuvent pas se contenter d'être suiveuses d'un système ancien, suiveuses de réglementation, et qu'elles doivent aussi anticiper à un moment où, du reste, on le voit bien, elles ont une autonomie beaucoup plus grande dans le système. Et là, on a des ouvertures intéressantes. Et donc, ce qu'il ne faut pas, Dominique et Philippe, travailler aussi ce que permet la pensée, la philosophie, ce que permet la finance à travers l'action entrepreneuriale, etc., aller chercher aussi ces leviers positifs de transformation qui existent, qui sont là et qu'on peut mobiliser. Voilà, je m'arrête. Je vous laisse réagir rapidement peut-être et Arnaud te prendre le relais sur le débat. Je laisse Philippe en premier, parce que je suis Philippe, intervenu. à ce que j'ai dit, Philippe, le côté… Oui, non, mais bon, d'abord, oui, bien sûr qu'il y a des. Enfin, heureusement, il y a des éléments positifs. Enfin, il y a des gens qui veulent changer les choses. Alors, ils sont aujourd'hui encore assez minoritaires, je trouve, parmi les grands dirigeants économiques, très franchement. Moi, je suis assez partage. étonné de ça, à vrai dire. Oui, En fait, oui, euh, oui, c'est assez sidérant, d'ailleurs, hein, oui, oui. parce que quand vous regardez. Finalement, beaucoup de dirigeants aujourd'hui de grandes entreprises euh, qui ont, qui sont plus jeunes que moi et plus jeunes que peut-être que nous trois et qui ont 40, 45 ans et qui restent dans des logiciels qui sont des logiciels complètement traditionnels, complètement classiques, qui n'ont pas fait ce changement ben, absolument indispensable de changement de vision du monde, quoi. Alors bon, c'est dû effectivement sans doute à notre structure de formation des élites aussi, hein, qui sans doute implique ça. Mais c'est assez terrifiant quand même de voir ça, hein. Alors bon, et quand je parle des dirigeants économiques, je pourrais parler des dirigeants politiques et voilà, vous voyez bien où je pourrais en venir. Mais c'est quand même assez terrible. Donc, ils sont encore assez minoritaires là-dessus, mais il y a effectivement des mouvements de fond qui existent. Euh, Moi, ce que je dis assez souvent, hein, c'est que une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas encore à avoir cette force suffisante au niveau de la transformation, c'est aussi parce que ces mouvements qui essayent de faire du changement ont encore beaucoup de mal à se coordonner entre eux. Qu'il y a encore dans la vision des choses des gens qui pensent être enfin, qui se disent être des radicaux et qui du coup considèrent que ceux qui veulent, comme je dis, potentiellement essayer de changer le monde de l'intérieur sont non pas des alliés, même des alliés édulcorés, mais des alliés malgré tout, et les considèrent quelquefois malheureusement comme des ennemis. Et donc ça, je pense qu'on manque de cette coordination, c'est ce lien entre l'ensemble de ceux qui veulent changer les choses. Voilà. Juste un mot quand même sur la question. Donc je pense que sur les entreprises, on a effectivement une possibilité de bouger parce Oui. que c'est très lié aux dirigeants et que comme je ne crois pas trop au système, à l'idée d'un complot général et d'un groupe Bilderberg qui se réunirait et qui déciderait de l'état du monde, je pense que quand on est un dirigeant d'une entreprise aujourd'hui, on peut changer les choses. Euh, et alors après, c'est douloureux. Vous avez vu l'annonce de Société Générale il Oui, y a 2 semaines. oui, Patron de alors, Société Générale, qui d'ailleurs est un patron un peu nouveau style, j'allais dire, un peu différent de l'image classique de l'establishment. Quand le nouveau patron de Société Générale va à Londres devant les marchés financiers et dit, voilà, moi, je veux que Société Générale progressivement arrête de financer l'industrie fossile. Et en conséquence de ça, la croissance pour les 10 prochaines années de Société Générale, ça ne va pas être 10 ou 15% par an, ça va être 3 ou du 4% neuf. par an. Oui. Et que le cours de Société Générale perd
15%, boum, dans la journée en sanction de cette annonce-là, et ben, vous voyez que malgré tout, il y a des décisions qui peuvent être courageuses. Et quand on est dirigeant économique aujourd'hui, on peut prendre des décisions courageuses. C'est faisable. Je suis moins optimiste aujourd'hui, malheureusement, sur la question politique et géopolitique. Beaucoup moins optimiste. Parce que pour une raison assez évidente, qui est que les grands dirigeants de ce monde sont en train de se dire que de toute façon, c'est cuit. C'est un peu ce que dit Dominique, hein, mais que de toute façon, c'est un peu foutu, qu'on n'arrivera pas à changer de trajectoire de façon significative. Donc, on va dans le mur, et que dans le mur dans lequel on va, les grands problèmes qu'on va avoir à affronter sont des problèmes d'accès aux ressources et de migration, en gros, voilà les grands problèmes, et que face à ça, eh bien, il se prépare à la suite. Voilà. Et il se prépare aux futures batailles, aux futurs combats, en se disant, ben, moi, de toute façon, c'est cuit, donc je veux faire en sorte que mon pays soit mieux placé que les autres dans cette future bagarre. Et donc, au moment où on aurait le plus besoin de multilatéralisme, c'est le moment où le multilatéralisme est en train de s'effriter parce qu'ils sont en train de penser déjà au monde d'après. Voilà. On est sur des stratégies de repli et c'est là où le monde de l'entreprise est vraiment interpellé. Merci de ces éclairages. Du reste, je salue la tribune qu'a fait dans Le Monde aussi Fabrice Bonifay au nom des directions de développement durable pour dire on n'est pas là pour faire de caution, mais avancer. Arnaud, on peut répondre, passer à nos experts de les questions que Oui. tu as sélectionnées. Oui, bien sûr. Alors, vous avez suscité de très nombreuses questions et commentaires dans le chat que je vais essayer de réorganiser. Alors, je vais procéder par chronologie, donc commencer plutôt pour des questions auprès de vous, Dominique, et ensuite pour Philippe. Dominique, vous avez rappelé à juste titre, en incitant lourdement sur le fait que la situation dans laquelle on était avait deux sources fondamentales, dont l'enjeu de baisser les activités humaines. Si on se projette sur les solutions, on voit bien que ça va passer par une acceptation de la population en général. Donc, comment on s'y prend pour faire cette bascule auprès de la population avec une question supplémentaire qui avait été posée. Quid des enjeux d'égalité ou de justice dans cette acceptation quand on considère les générations futures ou les pays du Sud, à qui en substance on va dire nous, société du Nord, génération passée, on a bénéficié un peu d'abondance que vous n'aurez pas. Et donc, comment faire passer la pilule? Là, du coup, il y a deux pilules, hein, il n'y en a pas qu'une. La première, elle concerne les populations des anciens pays industriels. De toute façon, dans ces anciens pays-là, les inégalités ont explosé. Et ça n'est pas sans conséquence justement sur l'organisation démocratique, sur le fait qu'on a une tendance assez générale à aller vers l'extrême droite. Cela dit, il y a des fois des exceptions. On vient de le voir avec les élections en Pologne, qui sont assez rassurantes. On a, le discours sur la sobriété dans nos pays passe absolument pas. Et il passera d'autant moins qu'on a un niveau d'inégalité qu'on n'a jamais connu. Ça, c'est la première difficulté. En revanche, pour les pays dits tiers, entre guillemets, si vous voulez, la condition à leur développement, ça serait précisément que la pression qui est la nôtre sur les ressources diminue. Donc, mais en même temps, on est dans un contexte international qui fait que ce genre de discours est absolument pas entendu. Alors, moi, simplement, tout ça, ce n'est pas une raison, effectivement, pour baisser les bras. On a dans nos sociétés quand même des minorités sur ce sujet-là qui sont quand même fortes, qui sont nombreuses. On voit bien que, pour rebondir sur ce que disait Philippe sur les systèmes de formation, dans nos systèmes de formation, il y a quand même une partie de ces élites qui sont touchés par la conscience du fait qu'on ne pourra pas aller plus loin, et dirigeant à 60 ans, dire ok, j'y vais et puis je vais assumer le choc. Mais quand vous avez 20 ans, c'est un propos qui n'a absolument aucun sens. Et évidemment, on a une jeunesse parfois très bien formée qui va commencer à se rebeller de façon de plus en plus forte. Et à mon avis, je le crains, de plus en plus, si vous voulez, de plus en plus violente. Donc, on est dans cette situation qui est extrêmement difficile, où tout semble converger dans la mauvaise direction, avec en revanche des minorités qui ne vont absolument pas plier, parce qu'elles savent très bien
quel est l'enjeu. Et on a, ça aussi, ça va jouer vraiment, on a aujourd'hui un imaginaire de l'effondrement, mais évidemment, il y a beaucoup plus de raisons de le nourrir aujourd'hui qu'il y en avait en 2015 quand le bouquin de Pablo et son co-auteur est sorti. Donc, on a tout ça vraiment dans la donne, on a une espèce de chaudron, si vous voulez, qui n'est pas facile. Alors, un des côtés très négatifs de ce chaudron, c'est ce qu'a indiqué Philippe tout à l'heure, c'est que ça se radicalise des deux côtés. Il parlait des républicains qui vont jusqu'à tenter des actions en justice contre ESG, enfin c'est complètement dingue, mais en même temps, vous avez la partie jeune de la population qui a vraiment tendance à se radicaliser et à plus vouloir entendre parler de quoi que ce soit qui pourrait avoir l'air d'une réforme. Or, de toute façon, un système, qu'on le veuille ou non, on ne peut que le réformer, même quand il y a une révolution, ben, c'est en général des réformes assez mauvaises, assez violentes qui débouchent sur rien, mais on n'a pas d'autre alternative que de réguler différemment. Il n'y a aucune manière de changer les choses. Aucune autre manière de changer les choses. Aucune autre, mais elles sont, on pourra les changer. Arnaud, Non, autre mais question? j'allais enchaîner directement, mais la question peut être lue de deux façons entre vous et Philippe. Ça pose la question de la représentation et de la démocratie, alors que ce soit de la démocratie dans nos sociétés en général ou de la démocratie, donc de la gouvernance en entreprise. Est-ce que ça n'encourage pas à aller vers une démocratie plus directe quand on voit qu'il y a un décalage croissant entre une société en général qui prend conscience des difficultés auxquelles on s'oriente et une classe de dirigeants politiques ou économiques qui, par cynisme ou par intérêt ou par défense de sa rente, n'a pas nécessairement envie de procéder à des transformations? Moi, je voudrais ajouter à cette question, si tu permets, à l'attention de Philippe, que je n'ai jamais entendu sur cette problématique que tu soulèves, posée par les participants. Quand même, dans le fameux rapport Perrier d'il y a 2 ans, Philippe, cette notion de faire baisser le rendement, alors tu as donné une forme de réponse avec la situation de la SocGen, mais enfin quand même, mais de faire baisser le rendement, d'accepter de le baisser, ce qu'a fait Crédit Mutuel, en faveur d'une répartition de la valeur côté sociétal, je ne sens pas la finance vouloir rentrer au moins dans le débat là-dessus. Bah, Philippe. Je sais pas, non, elle est pas, parce que le système financier n'a pas évolué du tout depuis de ces dernières années en réalité. Enfin, tout ce qu'on a fait, c'est un peu à la marge du système en fait, hein. Donc on a créé tout un tas d'outils pour essayer de corriger un système qui on fait de la finance durable dans un marché qui fondamentalement n'est pas fait pour ça en fait, hein, Oui. puisqu'il réagit toujours de façon extrêmement court terme et en une journée on peut perdre 15% parce qu'on dit qu'on va pas financer les fossiles. Donc et qu'on va pas financer les fossiles progressivement dans le long terme, hein. Donc je vous dis même pas ceux qui prennent des décisions plus radicales. Donc non, le marché financier aujourd'hui il est toujours pas fait pour ça parce qu'il n'y a pas les incitations. Voilà, typiquement, vous l'avez signalé tout à l'heure, enfin, je veux dire, les tentatives, par exemple, de modifier de façon vraiment fondamentale le business bancaire en mettant en place un green weighting factor, c'est-à-dire Voilà. en changeant de façon. Enfin, c'est-à-dire ce qui va vraiment changer fondamentalement le business, c'est-à-dire on met des exigences en capitaux différentes selon qu'on va prêter sur du vert ou sur du brun. Ça, ce sont des décisions que les gouvernements, les banques centrales ne veulent pas prendre aujourd'hui parce que c'est très disruptif en fait, hein, et donc aujourd'hui elles ne veulent pas les prendre. Et donc tant qu'on n'a pas ces évolutions vraiment qui touchent au cœur du business et qu'on ne fait que légiférer à la marge autour, c'est-à-dire vous gardez la comptabilité telle qu'elle est, mais vous rajoutez de la CSRD, vous faites des obligations toujours comme vous voulez, mais vous faites à côté des obligations vertes, et ainsi de suite, eh bien, on a un système qui ne fait que du pansement, en quelque sorte, par rapport à un système, par un cœur qui n'a pas beaucoup bougé. Donc, c'est pas surprenant, effectivement, que le monde de la finance ne soit pas très excité par une baisse, par dire on va baisser nos rendements, hein, ça c'est sûr. Ouais. Très importante réponse. Arnaud? Non, j'aimerais bien entendre Dominique sur la question de la démocratie et est-ce qu'il faut aller vers plus de démocratie directe dans cette optique? D'autant qu'il parle de la Suisse. Il parle depuis la Suisse. Justement, je pourrais donner l'exemple de la Suisse, mais après, je reviendrai sur des choses plus au fond. Mais la Suisse, vous avez un pays où il y a effectivement, par le système des votations, une démocratie plus directe. Je suis vraiment désolé pour l'espoir des Français, mais ça ne change rien.
pour une raison toute simple, c'est que si vous regardez, ce système-là existe depuis 150 ans, et le nombre d'initiatives, lorsqu'elles touchent un aspect économique, j'insiste, hein, qui sont passées, c'est moins de 10%. Et donc, c'est très, très difficile parce que ce pays est aussi un pays où vous n'avez aucune régulation publique du financement de la vie publique. Et donc, chaque fois que vous avez une initiative qui va toucher un aspect économique, vous avez des centaines de millions avec Avenir Suisse, il y a un autre lobby aussi. Et en fait, l'initiative part assez haut. Et quand on arrive à la veille de la clôture du scrutin, parce qu'on peut voter par correspondance, donc on vote sur une période très longue, eh bien, en fait, on n'a jamais la majorité des cantons et même pas la majorité des votes exprimés. Donc, la démocratie directe, ça fait partie d'un ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui, par lui-même, peut permettre de changer un système. Or, qu'est-ce qui dégrade le système démocratique aujourd'hui? Pour moi, il y a vraiment deux raisons fondamentales. Il y en a une, c'est le système d'information, avec les chaînes privées, les réseaux sociaux, etc., qui fait qu'aujourd'hui, et la crise Covid a encore largement, disons, entamé le système. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a 16% de personnes qui se disent platistes. Il faut quand même le faire. Hein, la Terre est plate. La Terre est plate. Hein. Oui, ben, vous imaginez pour le climat, hein, si la Terre est plate et si c'est comment dire, un mur de glace qui empêche l'eau des océans de partir dans l'espace, il n'est pas question de dérèglement climatique. Donc voilà, on a une espèce d'effritement, comment dire, de la base informationnelle à partir de laquelle on peut démocratiquement se prononcer. Si vous n'avez pas un plat commun d'informations objectives avec des interprétations effectivement qui vont être très très différentes, il n'y a pas de démocratie possible si on ne s'exprime pas sur un socle commun. Et deuxième problème, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a une explosion des inégalités. Quand dans une société, vous avez des disparités trop importantes, la question de l'intérêt général devient complètement insaisissable. Pour qu'il y ait un intérêt général, il ne faut quand même pas que les uns et les autres soient vraiment dans des situations qui sont complètement différentes. Vous avez, je crois, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est 15% au moins de la population française qui n'arrive pas à boucler son budget alimentaire. Ça, je suis désolé, mais dans les années, début des années 70, début des années 80, ça n'existait pas. Et on a laissé les choses, et encore, l'Europe, c'est beaucoup moins dégradé qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, vous voyez ce que ça vous donne entre les républicains et les démocrates. Et si vous allez chercher du côté d'un Musk, il est clair que la démocratie, ce n'est pas sa tasse de thé. Et il le dit de façon très, très claire. Donc, on a laissé se dégrader nos sociétés à un point qui est terrible. J'entendais encore ce matin un responsable politique sur France Inter, je ne vous dirai pas quel parti ou pas, je ne vais pas faire de politique, mais il nous dit l'état de droit, c'est le fait qu'il y ait des lois. Non, Guignol, l'état de droit, c'est le fait qu'il y ait un aspect transcendant, qui sont les droits fondamentaux, qui vont délimiter le pouvoir de l'exécutif et du législatif. Si vous n'avez pas les droits fondamentaux auxquels le législatif ne peut pas toucher, vous avez une tyrannie. Vous avez la tyrannie de la majorité sur la minorité. C'est pourtant pas très difficile à comprendre. Eh bien ça, ce genre de message qui est fondamental, pour lequel on s'est battu, les Hannah Arendt, etc., il n'est même pas compris par le politicien de base aujourd'hui. Donc, les amis, c'est très mal parti. Pour moi, il faut absolument que la partie de la société qui garde encore un peu d'esprit et de sens moral, se renforce. Mais il est clair qu'on est parti pour une période relativement noire, où on voit, si vous voulez, arriver aux manettes, où l'orientation générale est quand même assez funeste. Et la scène internationale, me semble-t-il, est assez claire. Et pour ma part, j'avais interprété dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le devenir d'un fascisme climatique. C'est-à-dire, vous avez un type Poutine qui dit « Ok, ça va mal se passer, eh bien, je prends les devants et je vais essayer de tirer un maximum de marrons du feu sur une planète qui va être en ébullition. » Alors, merci de cet éclairage, Dominique. Je voudrais, si peut-être Philippe veut rajouter un mot, mais on va pas terminer, mais on va vers la conclusion, mais sur une note désespérante, parce que nous sommes des courageux avant tout. Et quand on est dans l'entreprise,
Vas-y, Ouais. Philippe. Non, L'entrepreneuriat, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que pour ceux qui entreprennent. envisageraient d'acheter et de lire l'échange qu'on a avec Plus Dominique, positif. Oui. vous Publié verrez aux Actes qu'on on a Sud. réussi à échanger pendant de nombreuses heures en essayant malgré tout de regarder chacun des éléments potentiellement transformants et comment on pourrait Voilà. quand même essayer de l'utiliser, etc., etc. Et donc, vous y trouverez des éléments qui poussent à Oui, l'action. Voilà. Absolument. voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Et je voudrais rajouter, Arnaud, si tu m'autorises, sur le fait que justement, pousser à l'action, mais c'est l'avantage aujourd'hui dans le parcours historique qu'on connaît, c'est que la structure entrepreneuriale qui a été capable d'apporter du succès matériel, de la sécurité, etc., à une partie du monde, uniquement, elle détient je fais pas du Bill Gates, hein, mais elle détient par la capacité scientifique, technologique, déploiement, si elle le veut, si elle le veut et si elle le fait en conséquence au regard d'un intérêt général qui dépasse son propre intérêt de rendement, à elle, elle peut être une source vraiment de transformation très positive. Les 30 Glorieuses ont répondu à un moment à un questionnement. Là, on est dans les 30 graves, inquiétantes, mais on peut être dans les 30 reconstructives si justement le monde entrepreneurial met ce qu'il a de mieux au service d'une relation intérêt général et intérêt spécifique. Donc, je pense que ce fonds que la finance durable, et bravo Philippe parce que vous avez fait dans ce secteur, parce que vous avez, je dirais, préservé l'essentiel. C'est pas facile parce que ça part dans tous les sens. Dominique, à travers ses alertes, nous aide à penser, repenser et à voir les choses en grand et à long terme. Et je pense qu'au milieu, et là je me fais un peu l'avocat de mon ami Benifait dans sa tribune que j'ai trouvé vraiment courageuse, c'est de dire, attendez, on n'est pas là dans le monde des professionnels du durable pour servir de caution et simplement faire des rapports, mais on est là pour accompagner une transformation, voire la stimuler et si possible la tracer au mieux. Et moi, j'ai l'expérience, j'en témoigne, le fait que ce dialogue difficile avec les dirigeants, ben, il débouche. Il débouche. J'ai vu beaucoup de dirigeants bouger à travers cette tension grâce à l'éclairage que les philosophes nous donnent, grâce aux initiatives que prennent les acteurs économiques les plus avancés, les plus courageux. J'ai vu des changements, je vois des entreprises quand même, je ne veux pas en citer là comme ça, mais dans nos cours, du reste, on s'appuie sur des cas de transformation qui ne sont pas nuls, qui sont intéressants. Donc, j'invite à ce que vraiment on se saisisse un peu de tout ça, avec la plus grande lucidité, bien sûr, pour être des transformateurs volontaristes. N'est-ce pas, Arnaud? C'est un peu la mission. Alors, j'ai qu'un regret aujourd'hui dans le système de formation, c'est que les grandes écoles ne délivrent pas des cours de pilotage de l'entreprise qui soient 100% durables, mais continuent un peu à enseigner comme avant. Ça, c'est mon grand regret, c'est de pas arriver à faire bouger le système d'enseignement aujourd'hui. Je ne désespère pas, Dominique, tu le fais à l'IMD, on le fait dans différents domaines. Je pense que la génération qui vient est une génération de la transformation pour penser l'intérêt général. Bon, merci vraiment beaucoup à vous, à tous les participants également. Nous tenons notre horaire. Nous sommes restés à peu près à 200 participants, c'est bien, pendant ce temps assez passionnant que l'actualité nous pousse à approfondir. Et comme on est tous des femmes et des hommes soucieux d'aller vers l'intérêt général et vers l'action, eh bien, bon courage et on se retrouvera donc le mois prochain.